Chers amis, bonjour, vous êtes sur Paix et Guerre. Nous sommes le 7 mai 2025 et je vous retrouve avec joie pour une 70e mondoscopie. Ça avance. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais il y a de nouveaux développements, il y a une réaction indienne et je pense qu'on peut commencer à avoir une petite idée de ce qui se passe et des tenants et des aboutissants de cette montée en tension. Ensuite, je vais vous parler de la reprise à grande échelle de l'offensive israélienne sur Gaza et aussi d'ailleurs de la visite à l'Élysée du nouveau maître de la Syrie, n'est-ce pas, Al-Shara. Là, on n'est pas dans le réalisme, on est dans le cynisme le plus absolu, le plus abouti. Mon troisième point, ce sera de vous parler en fait de certaines réunions qui ont eu lieu à Pékin, grandes réunions officielles, et de ce qui a été dit en fait sur la stratégie chinoise mondiale, non seulement pour cette année, mais pour les années à venir. Il y a quand même des éléments assez intéressants qui ont été rendus publics par le ministre des Affaires étrangères chinois et par d'autres. Et enfin, je ferai un petit point sur les dernières déclarations de Sergueï Lavrov, toujours lui, qui est quand même une source extrêmement importante pour savoir ce qui se passe et ce qui se pense en Russie, sur le projet, sur la vision de Vladimir Poutine concernant l'Eurasie. Je suis désolée, il y a encore des bruits de travaux ici, mais je n'y peux rien. Voilà, il faut malgré tout que j'enregistre. Donc voilà. Merci de liker, de partager, de nous soutenir, de vous abonner au Cercle Paix et Guerre, de faire tout ce que vous pouvez pour aider cette chaîne. Alors, premier point, donc l'opération qui s'appelle Sindoor, c'est-à-dire des frappes indiennes sur les camps terroristes pakistanais au Cachemire indien, mais pas sur des installations militaires pakistanaises. Donc on peut dire que c'est certes une riposte importante de l'Inde à l'attaque qui a eu lieu la semaine dernière en fait au Cachemire indien et qui avait tué un certain nombre de touristes hindous. Donc c'était vraiment un ciblage assez religieux et très politique. Mais malgré tout, l'Inde ne s'en est pas pris aux installations militaires pakistanaises en tant que telles. On peut dire qu'il y a quand même un contrôle sur l'escalade actuelle. Néanmoins, il y a quand même eu des échanges d'artillerie lourde à la frontière. Par ailleurs, on voit que Narendra Modi ne sera pas à Moscou pour les célébrations du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique. Bien sûr, il va renvoyer d'éminents subordonnés, mais enfin, il ne sera pas là. Donc on peut penser que là, il y a vraiment quand même une conjonction d'éléments et de pression, et très probablement américaine, pour l'avoir conduit à penser qu'il n'était pas de son intérêt, de l'intérêt de l'Inde, de se rendre à Moscou, alors qu'il y aura Lula, alors qu'il y aura Xi Jinping, alors qu'il y aura un certain nombre d'autres chefs d'État autour de Vladimir Poutine pour ces célébrations. Tout ça dans un contexte où, naturellement, Volodymyr Zelensky menace de troubler par des attaques ou des attentats ces manifestations. Il y a eu d'ailleurs déjà des attaques de drones assez importantes avant-hier, je crois. Et tout ça dans un silence. Enfin, tout le monde a l'air de trouver ça normal, y compris à Washington et certainement à Bruxelles et ailleurs. C'est quand même assez ahurissant. Voilà, si vous voulez, quand même cet acquiescement à la perpétuelle surenchère ukrainienne et aux décisions délirantes de Volodymyr Zelensky, ça laisse quand même rêveur,
Enfin, rêveur, c'est encore gentiment dit. Bon, en tout cas, pour revenir à l'Inde et au Pakistan, donc cette attaque avait été attribuée à des terroristes pakistanais. Évidemment, parmi tous les analystes, tous les gens qui ont parlé de cela dans les médias étrangers, dans ce qu'on appelle les médias alternatifs, il se dit que tout ça tombe à point nommé, en fait, au moment où au Moyen-Orient, Israël prend des décisions extrêmement lourdes de conséquences pour le devenir de la population palestinienne à Gaza, notamment. Et on peut se demander, certains disent que ce serait ce qui se passe, en fait, les tensions, et peut-être cette attaque pakistanaise n'était qu'une attaque indirecte, voire une attaque sous faux drapeau. Bref, est-ce que tout ça, ce ne serait pas une diversion qui permettrait finalement aux États-Unis de laisser faire Benjamin Netanyahou ce qu'il pense devoir faire et vouloir faire à Gaza, pendant que l'attention se concentre sur ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan, qui sont quand même deux puissances nucléaires. Bon. Moi, je pense qu'il faut... je me suis fait aussi un peu mon idée. Je pense qu'il faut revenir quand même à un contexte plus large pour expliquer cette attaque. D'abord, bon, on a beaucoup dit qu'il y a aussi, non pas la main des Britanniques, mais que tout cela est le reflet du vieux conflit indo-pakistanais né de la décolonisation britannique, des tensions qui n'ont jamais vraiment cessé, etc., etc. Alors oui, bien sûr, il y a toujours un activisme musulman indépendantiste depuis en fait la fin depuis le partage en fait et la création du Pakistan. Et bien sûr, les Britanniques ont exploité ça, c'est toujours la même politique, divide and rule, diviser pour régner. Mais en même temps, même s'il y a beaucoup de liens au niveau des armées et des services entre la Grande-Bretagne et le Pakistan, on ne peut pas dire que ce soit une influence déterminante sur la politique pakistanaise, qui a quand même un agenda relativement indépendant de nos jours. Deuxièmement, le Pakistan, bien sûr, revendique l'entièreté du Cachemire, ça il faut le savoir, mais c'est surtout pour des raisons hydrologiques, et d'ailleurs l'accord qui permettait aux eaux de l'Indus de pouvoir alimenter le Pakistan a été suspendu par l'Inde, donc on voit bien qu'il y a un enjeu très clair autour de l'eau entre l'Inde et le Pakistan, mais aussi, bien sûr, la question de la population majoritairement musulmane du Cachemire, et évidemment, tout ça est largement recouvert par une grande attention portée à la dimension humanitaire, à la dimension démocratique du conflit, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. En fait, il s'agit surtout de la part des Pakistanais de trouver des moyens de faire pression sur l'Inde, et évidemment tous les enjeux écologiques, environnementaux, humanitaires, démocratiques, droits de l'homme, etc., sont des biais en fait très, très faciles et très utiles dans cette perspective. Mais enfin, derrière, il y a quand même des questions essentiellement d'eau et d'ordre religieux. Bon. Ensuite, il faut savoir que le mouvement pro-palestinien à l'échelle mondiale soutient le Pakistan, beaucoup plus que l'Inde, d'abord par solidarité religieuse, bon, et puis aussi parce qu'ils ont quand même une manière justement d'appuyer sur les questions humanitaires, sur les questions démocratiques, qui est assez convergente, et il y a toujours cette tentation et cette facilité de vouloir, d'exploiter tous les incidents pour faire apparaître l'Inde comme une marionnette sioniste, une marionnette d'Israël, n'est-ce pas ? Bon. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le sujet, en fait, que là, on n'est pas devant une diversion, c'est vrai,
la concordance des temps est intéressante, on peut l'observer, on peut peut-être penser ça, mais c'est probablement pas le cas. On a tendance à imaginer que tout ce qui se passe dans le monde, voilà, ça revient aux complotionnistes, etc. Je pense que dans ce cas-là, ce serait un peu de la surinterprétation. Il y a quand même comment dirais-je, une proximité, bien sûr, entre Israël et l'Inde, mais il y a aussi une proximité entre Israël et la Russie. Donc, si vous voulez, on peut aussi dire que tout ce qui se passe en Ukraine est une manière de cacher, de masquer ou de faire oublier ce qui se passe au Moyen-Orient et notamment à Gaza et en Palestine. Bon, c'est pas parce qu'il y a des liens importants entre Israël et la Russie qu'Israël contrôle la Russie ou qu'Israël contrôle l'Inde parce qu'ils ont des liens. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même se garder de vouloir trouver toujours le même sens à tous les événements. Alors, après, il y a une autre interprétation qui a été donnée de cette montée en tension, c'est que ce serait une façon, en fait, de saboter le regroupement, l'intégration progressive de l'ensemble des BRICS. Mais les BRICS, ce n'est pas un bloc, c'est un ensemble de pays qui parlent, qui s'organisent entre eux pour accélérer en fait la multipolarité, notamment financière, et tous les enjeux associés, donc qui ont bien sûr des convergences d'intérêts, mais ce n'est pas non plus un bloc, les BRICS. Donc on ne peut pas prétendre, en gênant l'Inde, là, en l'espèce, par ces attaques, pouvoir casser son appartenance aux BRICS ou voilà, la mettre en difficulté dans ce domaine-là. En revanche, il est certain que le Pakistan, de manière très récurrente et très déterminée, cherche à rendre multilatéral, c'est-à-dire à ouvrir en fait tous ces contentieux avec l'Inde aux yeux du monde, si vous voulez, et à faire intervenir les uns ou les autres pour essayer de rééquilibrer en fait l'asymétrie de pouvoir qui est très claire entre l'Inde et le Pakistan. Pas seulement démographique, pas seulement économique, mais évidemment politique, stratégique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi un rapprochement entre le Pakistan et la Chine. Bon. Donc je pense qu'il faut comprendre en fait peut-être ce qui s'est passé, si jamais c'est le Pakistan qui est à l'origine de ces attaques, et si ce n'est pas simplement des mouvements terroristes, ceux qui ont été incriminés, mais comme étant... On a dit que c'était en fait derrière le Pakistan, en tout cas c'est ce qu'a dit l'Inde. Mais même si ce n'est pas le cas, il est certain que dans tous ces contentieux économiques, hydrologiques, financiers, religieux entre l'Inde et le Pakistan, Islamabad cherche voilà, de manière constante, si vous voulez, à faire en sorte que d'autres pays s'en mêlent. Que leur querelle, finalement, voilà, se fasse un peu face à d'autres pays, afin de trouver leur soutien, afin de se sentir peut-être moins seul. Donc, pourquoi ? Parce que l'Inde, quand même, est une puissance... considérable, certes, qui n'est pas aussi aboutie que la puissance chinoise en termes économiques, mais enfin, c'est quand même une puissance qui fait clairement de l'ombre non seulement au Pakistan, mais à d'autres, et qui inquiète aussi, d'ailleurs, l'État profond américain. Et toutes les factions qui, au sein de ce deep state, sont libérales, globalistes, et façonnent la politique américaine, sans parler bien sûr des satellites européens, hein, qui sont voilà, les surgeons ou les extensions, n'est-ce pas, du deep state américain, la Chine, et puis aussi quelques pays musulmans. Je pense à la Turquie, je pense au Qatar, et même d'ailleurs à certains en Iran, autour des gardiens de la Révolution. Bon. Donc,
on peut penser que le Pakistan donc, essaie de rebalancer un peu ses alliés, en fait, ses alliances, et de chercher d'autres alliances. Mais en même temps, est-ce que ces pays ne se trompent pas en risquant d'incriminer l'Inde? Ce qui est certain, c'est que, si vous voulez, quand on voit la bronca permanente dans laquelle la Russie est entraînée, dès qu'elle fait quelque chose, il y a tout de suite une critique de tout l'Occident contre elle, l'Inde quand même bénéficie d'un peu plus de mansuétude, et d'ailleurs le Pakistan aussi d'une certaine façon. Donc tous ces pays sont beaucoup plus, j'allais dire, modérés, tempérés. Et il est certain les pays que j'ai mentionnés, je pense surtout en fait à la Turquie en l'espèce, et aussi au Qatar, eh bien, ne sont pas forcément mécontents que le Pakistan, d'une certaine façon, vienne chercher des noises de temps en temps, périodiquement, à l'Inde. Voilà, il faut voir comment cette situation va évoluer, mais je pense que là, on est dans un jeu de rééquilibrage, en fait, des rapports de force aussi régionaux, beaucoup plus que dans une diversion savamment organisée pour empêcher, pour détourner les regards de ce qui se passe à Gaza. Et ce qui se passe à Gaza est terrifiant, c'est mon deuxième point. L'offensive israélienne a donc été relancée, et massivement, et de manière tout à fait assumée naturellement par le pouvoir à Tel Aviv. Netanyahou et son ministre de la Défense ont annoncé la mobilisation de dizaines de milliers de nouveaux réservistes supplémentaires. Des frappes israéliennes ont eu lieu sur la côte yéménite, après la frappe Houthi sur l'aéroport Ben Gourion, qui n'a fait que des dégâts matériels. Mais enfin, là, les Israéliens, j'allais dire, prennent le relais des frappes américaines, qui ne sont pas révélées très efficaces. Les frappes israéliennes ont aussi lieu en Syrie, sur des bases militaires, sur des infrastructures de missiles solaires, sur des canons antiaériens, soi-disant au prétexte de protéger la population druze. Je pense que c'est surtout une façon de justifier l'occupation en fait israélienne du sud de la Syrie, et de peser dans une relation avec le pouvoir central, donc celui du fameux El Shara, de sinistre mémoire, voilà, en prétextant qu'on s'occupe des Druzes. Bon, moi je veux bien, enfin... En tout cas, concernant Gaza, Netanyahou dit désormais qu'il veut s'emparer de l'ensemble de la bande de Gaza, qu'il veut la contrôler, l'occuper indéfiniment, que ce sera une offensive intensive, une action intensive israélienne. Il y a déjà des dizaines et des dizaines de morts civiles. Il y a des écoles qui sont ciblées alors qu'elles étaient des refuges plein de personnes déplacées. Enfin, la terreur se poursuit véritablement dans un silence naturellement assourdissant. Alors, en parallèle de ça, mais je pense que ça n'est pas totalement sans lien pour le coup, Trump annonce, il va faire une tournée là, à la fin de la semaine, au tout début de la semaine prochaine, en Arabie Saoudite, aux Émirats et au Qatar, et il annonce qu'à la fin de sa tournée, ou peut-être au cours de sa tournée, il va faire précisément une déclaration et une annonce fracassante, une nouvelle fracassante qui devrait stupéfier le monde. Bon, alors certains disent, et les Iraniens ont déjà réagi d'une manière assez froide, qu'il s'agirait de déclarer que désormais il n'y a plus de golfe Persique, qu'on l'appellera le golfe arabique tout court. Bon, c'est à la fois une provocation et, j'allais dire, un élément dérisoire. Je ne pense pas que ce soit ça l'annonce fracassante de Donald Trump. Je pense que peut-être on s'achemine vers une déclaration concernant l'un de ses grands projets, c'est-à-dire de pouvoir annoncer
un accord en fait avec l'Arabie Saoudite notamment, et la remise en selle et le redéploiement, l'approfondissement des anciens accords d'Abraham dans leur nouvelle version 2.0. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Arabie Saoudite accepte une normalisation de ses relations avec Israël? À quel prix? Jusqu'à présent, le prix semblait être qu'Israël arrête de s'acharner sur la population palestinienne de Gaza et que l'on trouve une solution et que l'on reprenne le projet des 2 États, bref, qu'on retravaille la question palestinienne. Est-ce que ça pourrait être plutôt un engagement d'Israël à arriver à résoudre son problème de sécurité avec le nucléaire iranien sans passer par des frappes, parce que évidemment de telles frappes, et là ça inquiète beaucoup non seulement Israël, mais ça inquiète beaucoup les États-Unis, et les pays du Golfe, peuvent avoir des conséquences et il peut y avoir des frappes de représailles sur les installations pétrolières, sur les bases américaines de la région. Donc est-ce que c'est ça que Trump va discuter avec l'Arabie Saoudite? C'est-à-dire qu'il y aurait en fait en parallèle des discussions avec l'Iran qui ne sont pas en très bonne posture actuellement, mais enfin ne sont pas totalement interrompues à ma connaissance. Et puis une discussion avec les pays arabes et notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats pour faire là aussi un espèce de donnant-donnant, c'est-à-dire tu me donnes mes accords d'Abraham 2.0 et donc voilà, ça satisfera non seulement mon allié israélien mais aussi politiquement, même au plan interne, ce sera quelque chose d'important à annoncer, une victoire pour Trump qui est quand même en panne sur le dossier ukrainien, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis en échange, je m'arrange pour trouver, notamment avec la Russie, c'est pour ça qu'il paraît que Trump voudrait parler à Poutine et même le voir la semaine prochaine. Bon, ça je ne sais pas si c'est possible, si c'est envisageable du côté russe, mais avec l'aide russe, puisque c'était l'idée, avec la médiation russe sur le dossier iranien, de parvenir à un accord avec Téhéran pour une mise sous contrôle en fait du programme nucléaire iranien, parce que c'est quand même ça que veulent les Américains. Voilà, nous en sommes là, mais pendant qu'on en discute, si vous voulez, le massacre se poursuit à Gaza. Il y a quand même 3 divisions israéliennes dans la bande de Gaza, 2 au sud. L'idée, c'est en fait de faire une nouvelle zone humanitaire, dit-on, au sud, donc dans la région de Rafah, avec des camps de tentes, avec un acheminement de l'aide humanitaire, après l'avoir totalement interrompu, sous contrôle d'agences internationales et aussi de sociétés privées américaines. Il se dit aussi que le Hamas serait prêt à libérer des otages contre une cessation des hostilités pendant 5 ans. Donc tout ça, vous voyez, il y a une espèce d'effervescence à la fois des initiatives, des déclarations et probablement aussi de pourparlers beaucoup plus discrets, beaucoup plus secrets, dont on n'entend rien. Mais c'est peut-être du côté du Moyen-Orient que quelque chose pourrait être annoncé la semaine prochaine. On verra ce qu'il en est de la visite, enfin du tour de Donald Trump dans la région. Voilà, enfin, il a été dit qu'il y avait un accord qui avait été trouvé avec les Houthis. Ça, j'aimerais bien voir la teneur de cet accord. Les Américains, évidemment, cherchaient à arrêter les représailles sur leurs navires de la part des Houthis, qui sont donc le soutien le plus vocal, si vous voulez, de la cause palestinienne. Et évidemment, voilà, l'impact de ces frappes possible aussi sur des installations pétrolières, sur des bases, est très lourd potentiellement de conséquences pour l'économie américaine, tout simplement. Donc là aussi, vous voyez, c'est un billard à 12 bandes là, qui se joue vraiment au Moyen-Orient en ce moment.
Ça n'exclut pas les menaces. Nous avons le secrétaire d'État à la Défense, Peter Hegseth, qui a dit à l'Iran, écoutez, vous soutenez les Houthis, on vous a prévenu, il y aura des représailles si vous continuez. Bon. Voilà, on est dans cette espèce de politique américaine un peu de gribouille, je dois dire, parce qu'il n'y a pas vraiment je trouve, de ligne intelligente, cohérente, conséquente. On essaie à Washington et Trump essaie manifestement de tout obtenir en même temps. Voilà, on va voir comment ça se passe. On sait que sur le front ukrainien, il va y avoir cette semaine un peu désagréable en fait pour le camp occidental, pour les Américains qui ne sont donc arrivés à rien avant les célébrations du 9 mai, et les Européens qui, eux, n'arrivent à rien de toute façon, à part faire des déclarations complètement ridicules et belliqueuses. Donc les Américains, vous avez vu la semaine dernière, j'en ai déjà parlé, puis j'en ai parlé dans le grand direct avec les amis du cercle Paix et Guerre. Les Américains ont dit qu'en fait, ils se retiraient plus ou moins, ils n'avaient pas l'intention de faire la navette ad vitam aeternam entre Russes et Ukrainiens, et que c'était à eux de trouver un plan, bon, sachant qu'il y a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire déjà les empêchements constitutionnels en Ukraine, c'est-à-dire Zelensky qui a pris un décret qu'il ne lève pas pour empêcher toute négociation avec la Russie. Donc bon. Ensuite, il y a la question de son illégitimité constitutionnelle. Il n'est plus président quand même depuis un an. Donc c'est un vrai problème, un véritable enjeu à traiter. C'est-à-dire, si on signe quoi que ce soit avec lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça représente? Dans quelle mesure c'est sérieux? Dans quelle mesure ça peut lui survivre? Bon, enfin pour l'instant, il menace de semer la zizanie pendant le 9 mai. Voilà, bon, je pense que c'était aussi une manière de chercher à empêcher un maximum de pays et de présidents de confirmer leur présence. Ça n'a pas empêché le courageux Robert Fico en Slovaquie, mais je n'ai pas l'impression qu'Orban soit là. En tout cas, dans la liste que j'ai vue, il n'y était pas hier. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Et voilà, on peut penser que... Alors, s'il y aura les Serbes, en revanche, eux, ils ont dit qu'ils viendraient, mais c'est les Serbes. Et les Chinois, eux, ont fait des déclarations fracassantes en disant à Zelensky qu'il n'avait pas intérêt à menacer ces célébrations, parce qu'évidemment, le président Xi est là, donc sa sécurité est aussi mise en jeu, tout simplement, par les Ukrainiens qui s'imaginent qu'ils vont s'attirer sans doute les bonnes grâces des uns et des autres comme ça. Ça me semble assez stupide, mais enfin, bon. Il est probable de toute façon qu'entre Américains et Russes, malgré tout, il y a toujours maintenant des canaux de communication qui sont actifs, et peut-être que des choses se discutent et des choses importantes, et peut-être d'ailleurs que la semaine prochaine, Trump pourra annoncer quelque chose. Ne serait-ce qu'un accord avec la Russie sur l'Iran, ce serait déjà quelque chose d'important. À voir. Mon troisième point, donc, la stratégie mondiale chinoise. Alors, il s'est passé la semaine dernière, au Grand Palais du Peuple à Pékin, quelque chose d'un événement assez important, puisqu'il y a eu 2 sessions de la conférence consultative politique du peuple chinois. Bon. Et tout cela a permis d'établir publiquement le cadre dans lequel Pékin doit faire face aux défis, notamment économiques, à venir. Bon. Et il y a eu notamment, pendant ces sessions, un discours tonitruant du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui a clairement fait une démonstration en fait de puissance et de détermination chinoise,
à destination non seulement de l'Occident, des États-Unis, des Européens, mais à destination de la, j'allais dire, du collectif mondial, quoi, et aussi du Sud global, en expliquant que la Chine se voulait et avait bien l'intention d'être et de demeurer une source de stabilité de premier ordre dans une conjoncture géopolitique qui est extrêmement turbulente, et que donc la Chine se voyait comme du bon côté de l'histoire et y resterait. Donc il a un peu donné le ton, si vous voulez, de la diplomatie chinoise en 2025. Et là, je peux vous faire un petit florilège de ces déclarations qui sont intéressantes à connaître. D'abord sur la relation avec les États-Unis, qui est évidemment dirimante. Pékin est tout à fait prêt à dialoguer avec la nouvelle administration Trump, mais sur la base du respect mutuel. Et si les États-Unis continuent de chercher à contraindre la Chine, à l'empêcher, à la brider, sans jeu de mots, eh bien, il y aura des ripostes. Il y aura des ripostes. Donc, il est tout à fait possible, selon Wang Yi, pour les États-Unis et la Chine de devenir partenaires, mais ça doit être mais il y a un principe fondamental. Aucun pays ne doit s'imaginer qu'il pourra réprimer la Chine et avoir de bonnes relations avec elle. Si vous voulez, il y a quand même des choses qui sont assez contradictoires dans l'essence même. Et il faut arrêter de vouloir faire du en même temps, c'est pas possible. Bon. Donc soit on a une relation avec la Chine sur un pied d'égalité et sans faire des leçons, soit ça ne se passera pas forcément très bien pour ceux qui s'imagineraient pouvoir avoir un autre ton. Ensuite, sur le Sud global. Le Sud global, donc pour Wang Yi toujours, est une force essentielle pour maintenir la paix mondiale, stimuler le développement et améliorer la gouvernance mondiale. Ces pays en développement, donc les pays ce qu'on appelle du Sud global, qui représentent 40% du PIB mondial, détiennent la clé pour apporter la stabilité au monde et en faire un monde meilleur. Bon, ça, c'est toujours la rhétorique chinoise extrêmement positive, et autour des notions d'harmonie, de complémentarité, voilà. Mais, et donc, Wang Yi a évidemment dit que la Chine était un membre naturel du Sud global, c'est-à-dire il met la Chine dans le Sud global, pas comme son maître, hein, pas comme la tête du Sud global, mais elle en fait partie. Ensuite, sur le conflit Russie-Ukraine, il a dit « La relation mûre et résiliente entre la Chine et la Russie ne sera influencée par aucun événement ni affectée par aucune tierce partie. » Ça, c'est très clair, ça s'adresse aux Américains et ça s'adresse aux Européens. C'est-à-dire, si vous vous imaginez que vous allez nous découpler, eh bien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, tout simplement, jusqu'au coude. Wang Yi a qualifié la position de Pékin sur le conflit d'objective et d'impartiale. Donc les Chinois considèrent que leur manière très modérée, d'ailleurs très tempérée, de voir ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, l'OTAN, les États-Unis, tout ça, depuis 3 ans, est extrêmement modérée. Ils ont fait des tentatives de médiation, ils ont expliqué que la Russie avait dû répondre à une agression, donc ils ne se payent pas de mots, ils ont bien compris tout ce qui se passe, évidemment. Mais en disant ça, en disant que la position de Pékin sur le conflit est objective et impartiale, ils n'ont absolument pas, Wang Yi n'a pas appelé à inclure l'Union européenne et encore moins l'Ukraine dans les prochaines négociations américano-russes. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait des négociations américano-russes directes, en fait. Voilà, parce qu'ils considèrent que c'est comme ça que ça peut avancer. Et que le reste, c'est juste continuer à nourrir le conflit, la dynamique du conflit, et une vision erronée d'ailleurs des sources de ce conflit. Et l'argument principal pour cela, qui évidemment fait écho à l'analyse russe, est que la sécurité, parce que c'était le fondement de la sécurité européenne, mais ça devrait être le fondement de la sécurité mondiale,
c'est que la sécurité doit être mutuelle et égale. La sécurité d'un pays, c'est la phrase, ne peut se fonder sur l'insécurité des autres. Bon, si c'est pas clair, ça, je ne sais pas ce qu'il faut. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Et évidemment, ça va contre tout ce qu'a fait l'OTAN depuis les années 90. Et évidemment, ça va contre l'idée d'une Ukraine neutre stratégiquement. Bon. Ensuite, Wang Yi a parlé de Gaza. Il a dit qu'il n'y avait aucun soutien chinois à la manœuvre de Trump concernant bien les projets immobiliers, commerciaux, économiques pour transformer la bande de Gaza en je ne sais quel resort à l'américaine. Gaza appartient au peuple palestinien, a-t-il dit, et changer son statut par la force n'apportera pas la paix, mais un nouveau chaos. Bon. Et Wang Yi a indiqué, en fait, clairement, que le nœud du conflit israélo, je cite, palestinien, réside dans le fait que la solution à deux États n'est qu'à moitié réalisée. Donc, ils soutiennent véritablement cette solution à deux États. Et ça, c'est quand même... j'espère que du côté de Washington et de la Maison-Blanche, on entend bien ça. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même trouver une solution, arrêter le massacre à un moment donné qui se passe à Gaza et commencer à parler de choses sérieuses avec un minimum quand même d'humanité et de considération pour la population palestinienne. Ensuite, il a parlé de l'Europe, il a salué la capacité et la sagesse de l'Union européenne et de la Chine à approfondir leur dialogue stratégique, leur confiance mutuelle. Voilà, il a mis un peu de pommade sur les plaies béantes européennes vis-à-vis de la Chine. Il estime que l'Europe pourrait même devenir un partenaire de confiance, mais que, évidemment, certains, notamment la Commission, même si Van der Leyen veut aller en Chine et si Xi Jinping l'a invité, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont des idées beaucoup plus belliqueuses. Ils ont parlé aussi des provocations, de la manipulation des Philippines par les États-Unis, il n'a pas dit par les États-Unis, il a dit par des forces extérieures, en mer de Chine méridionale, et il a dit les violations et les provocations se retourneront contre eux, et ceux qui prennent les autres pour des pions sur un jeu d'échecs sont voués à être écartés. Voilà. Mais il a quand même dit que la mer de Chine méridionale, pour l'instant, restait stable parce que la Chine voulait qu'elle le reste. Et l'ASEAN, les pays de l'ASEAN aussi souhaitaient qu'elle le reste. Enfin, sur Taïwan, Wang Yi a déclaré que Taïwan n'a jamais été un pays, que ça n'était pas le cas et que ça ne sera jamais le cas. Voilà. Ça n'avait jamais été le cas par le passé. Et que rechercher l'indépendance de Taïwan est voué à l'échec. Utiliser Taïwan pour contraindre la Chine ne sera qu'une vaine tentative. La Chine réalisera sa réunification et rien ne l'arrêtera. Bon, là aussi, j'espère qu'à Washington, un certain nombre de gens comprennent ce que ça veut dire. Voilà. On verra. Alors, après, il y a toutes les questions de politique intérieure chinoise et évidemment de comment faire face à la crise. Parce que l'équation chinoise au plan économique et social est extrêmement complexe. Là, c'est le Premier ministre, c'est plus Wang Yi, c'est le Premier ministre, Li Qiang, qui a lancé un appel à la nation entière pour qu'elle se mobilise, à la mobilisation, et qu'elle atteigne des objectifs qui sont quand même très ambitieux, puisqu'il souhaite une croissance de 5% en 2025. Il y avait 4,9 l'an dernier. Et pour relancer l'économie, Pékin va émettre 1300, à peu près un peu moins de 200 milliards de dollars, donc 1300 milliards de yuan, d'obligations spéciales du Trésor chinois à très long terme. Donc c'est vraiment une manière d'impliquer
non seulement, bien sûr, la population, mais aussi les investisseurs extérieurs, les investisseurs étrangers. Donc c'est une manière d'attirer, de faire un appel d'air considérable vers l'investissement étranger, vers des partenariats possibles dans tous les domaines. Il a fixé le ratio du déficit par rapport au PIB à 4%. Bon, ça, c'est la planification chinoise. Voilà. Nous aussi, vous me direz, on fait de la planification, mais le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à nos objectifs. Et donc, c'est une politique, en fait, d'ouverture de la Chine au monde. Et notamment dans les domaines de l'Internet, des télécoms, de la santé, de l'éducation. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le projet Made in China 2025. En fait, c'est des plans. Ça a commencé en 2015, Made in China. Il y a eu 2 plans consécutifs, 2015-2020, 2020-2025. Et en fait, tous ces projets, enfin, ce plan, qui a forte dominante technologique, qui concerne donc l'IA, l'intelligence artificielle, les terminaux intelligents, l'Internet, l'Internet des objets, pardon, la 5G, le soutien à toute la haute technologie, la fabrication des biomatériaux, la technologie quantique, l'intelligence incarnée, la 6G, enfin bref, si vous voulez, il y a quand même une vision. Il y a une planification, mais c'est une planification pour mettre en œuvre une vision. Voilà, quelles que soient les difficultés économiques. Donc en fait, ils relancent leur économie, non pas en comment dirais-je, en réduisant la voilure, mais au contraire, en démultipliant les efforts. Voilà, donc bon, je ne vais pas tout vous raconter. Il a vanté aussi, Li Qiang, toujours la même chose, un pays de modèle, donc c'est-à-dire la cohabitation au sein de la Chine, finalement d'un État assez dirigiste, assez contraignant, assez orientant, et puis d'une frange très importante en fait de la population encouragée à l'initiative économique, individuelle et entrepreneuriale en fait. C'est toujours la même chose, donc ça n'a pas changé. Il a aussi parlé de l'intégration, de la poursuite de l'intégration économique de Hong Kong et de Macao. Il a parlé de ce qui s'était passé avec Hutchison. Bon, ça, voilà, Hutchison qui a vendu, qui est un groupe hongkongais, qui a vendu 80% de ses ports, de ses filiales, qui possèdent notamment dans le canal du Panama, un bout à l'autre, un certain nombre de ports. Donc ça avait été vendu à BlackRock. Mais Hutchison continuera de contrôler ses ports en Chine, y compris à Hong Kong. Donc voilà, il a un peu mis une petite tape sur le museau de Trump en disant bon, c'est bien de faire un grand plat de tout ce qui s'est passé avec Hutchison, mais en fait ils ont juste choisi une sortie stratégique, une option stratégique de sortie parce qu'ils n'avaient pas envie d'entrer dans des palabres et des procès et des procédures interminables aux États-Unis, donc ni dans des sanctions. Donc c'est pour ça que le groupe Hutchison a baissé sa voilure, a affalé ses voiles. Il a aussi dit, c'est intéressant, que effectivement la Chine a un problème de baisse de la consommation, de chômage, de faible croissance des revenus. Mais ils envisagent de créer 12 millions d'emplois dans les villes et aussi de développer tout ce qui est les universités, les diplômes et aussi d'ailleurs de faire appel à des travailleurs migrants, mais je pense qu'ils vont les choisir soigneusement. Il a parlé de l'expansion du budget militaire qui va augmenter de 7,2% en 2025, mais en augmentant de 7,2% en 2025, il atteindra 245 milliards de dollars,
C'est-à-dire que malgré tout, par rapport au budget américain, on est presque à 1 trilliard. Voilà, ça reste un quart, quoi. Ça reste un quart. Donc en fait, si vous voulez, si on analyse, et il y a certains analystes, notamment singapouriens, qui font des articles très intéressants, en fait, la Chine continue à faire du Sun Tzu, voilà. C'est-à-dire, la guerre est gagnée quand on n'a pas eu besoin de la mener au sens militaire du terme. C'est-à-dire, on coordonne l'expansion, elle est à la fois dans l'éducation, dans l'économie, dans l'industrie, dans les sciences, dans la technologie, dans la finance, dans la diplomatie, dans l'armée. Mais tout ça, c'est pour créer une puissance, j'allais dire, dissuasive, pas une puissance offensive. Donc il faut bien comprendre et ne pas tomber dans tous les panneaux européens et américains qui veulent nous faire penser que la Chine est une puissance impérialiste à notre image, du même type, qui pratiquerait le même type d'impérialisme que le nôtre. C'est pas le cas. Ils sont plus intelligents. Voilà. Dans l'ensemble. Donc l'idée, c'est on ne va pas répondre aux provocations américaines. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur les sanctions, puisque au bout d'un moment, bon, il y a eu une petite surenchère, puis au bout d'un moment, les officiels chinois ont dit écoutez, c'est pas la peine, parce que c'est ridicule. Donc on arrête le jeu, quoi. On joue plus. Voilà. On joue plus dans la surenchère. Et on peut dire quand même que cette stratégie chinoise d'expansion coordonnée, de planification, produit des résultats, puisque, vous savez, il y a un institut australien de la politique stratégique qui a inventé, enfin qui a mis en place une espèce de tracker technologique et on ne peut pas accuser cet institut d'être sinophile, hein, il est plutôt sinophobe, russophobe, enfin bon, voilà, très australien. Donc ils ont pris 64 technologies critiques actuelles et en fait, ils ont sorti un rapport en août dernier et il y a une comparaison qui peut être faite et qui est édifiante. Entre 2003 et 2007, les États-Unis, sur ces 64 technologies, étaient en avance, enfin dominaient dans 60. Voilà, 60 sur 64, et les Chinois, 3. Donc ça, c'est entre 2003 et 2007. Et entre 2019 et 2023, ça s'est complètement inversé. Les États-Unis en ont 7, dominent sur 7, et la Chine sur 57. Je sais pas, voilà. Et là-dedans, il y a les semi-conducteurs, il y a la production de puces, il y a les senseurs gravitationnels, il y a l'ordinateur haute performance, il y a les senseurs quantiques, et il y a les technologies de lanceurs spatiaux. Bon. Donc, si vous voulez, tous ces succès, et là c'est les Australiens qui le disent, ça ne vient pas de nulle part, ça vient d'une planification qui a eu un grand succès. Et donc, je pense que, en tout cas c'est ce qui ressort de ces 2 sessions dont je voulais vous parler, c'est que les Chinois vont continuer sur cette lancée, c'est-à-dire de planification à long terme, avec les investissements nécessaires correspondants, et là, effectivement, bon, ils vont faire appel au capital étranger, bien sûr, mais l'idée, c'est que la victoire systémique, finalement, sur les États-Unis passe par là, elle ne passe pas par la guerre. Voilà, donc pendant que les États-Unis sont en train de monter en sauce la Chine comme menace stratégique et militaire à court, moyen et long terme, les Chinois répondent sur un autre mode, par d'autres modalités d'acquisition de puissance et d'influence, en fait. Bon. Et d'ailleurs, ils
il n'exclut pas du tout des négociations de temps à autre. Voilà, c'est un mélange de confrontation, de compétition, de négociation. C'est toujours du Sun Tzu. Voilà, c'est très intéressant à observer. Bon, en tout cas, il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans, Trump avait rencontré Poutine et ils avaient tous les deux fait des grandes déclarations fracassantes. Et je crois que c'est le Chinois qui avait déclaré que bientôt on assisterait à des changements qu'on n'imaginait pas dans ce siècle. Je pense que voilà, on est en cours. Alors bien sûr, il y aura des difficultés. Bien sûr, on va tout faire du côté américain pour empêcher cette expansion. Cette expansion, évidemment, mais voilà en tout cas leur état d'esprit. Et c'est quand même intéressant de le comprendre un peu, surtout que, évidemment, personne n'en parle. Je termine avec mon 4e point, la vision eurasiatique de Poutine expliquée par Lavrov. Hein. Bon, c'est une vieille histoire. En fait, Vladimir Poutine, depuis déjà... je ne sais plus, ça a commencé en fait au milieu des années 2000, je pense. Hein, il avait commencé non pas à en parler, mais à y penser. Et depuis 2015, donc depuis 10 ans, il en parle. Alors, l'idée, bien sûr, c'est sauver le continent eurasiatique de l'hégémonie occidentale. Sauver, c'est-à-dire... Voilà, faire en sorte, en tout cas, que les Occidentaux en finissent avec cette espèce de fantasme d'une hégémonie sur l'Eurasie. Et donc, lui, il propose une grande Eurasie, un grand projet, une structure continentale, un peu sur le modèle de l'Union africaine, finalement. Et donc, c'est Lavrov qui a expliqué ça récemment. Donc, c'est le concept de grand partenariat eurasien. Et ça, je pense que c'est un concept que vous devez garder en tête et sur lequel il est intéressant de s'informer régulièrement. Donc, il l'a proposé officiellement en 2015 comme substitut à ce qu'on appelait jusqu'alors la Grande Europe, c'est-à-dire du Portugal à Vladivostok, de Lisbonne à Vladivostok. Alors, quels seraient les bénéfices d'un grand partenariat eurasien ? Pour Poutine, un réseau de zones franches, des partenariats commerciaux et économiques entre les blocs, des règlements en monnaie nationale et des systèmes de paiement indépendants, sous-entendu du dollar, le développement de corridors de transport, une fondation sérieuse pour une véritable sécurité durable, indivisible sur tout le continent, une intégrité territoriale, une souveraineté économique et une protection culturelle et sociale pour tous les pays, tous les États membres de ce grand partenariat eurasiatique. Moi, je vous en ai déjà parlé de ce grand partenariat dans plusieurs mondoscopies et dans, je crois aussi, 1 ou 2 clés du monde. Et puis enfin, une plateforme commune pour régler les différends et les conflits, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de s'imaginer qu'il n'y aura pas de conflit à l'échelle eurasiatique. Donc, ça a commencé en 2015, la proposition du grand partenariat eurasiatique, et puis en 2016, il avait désigné l'Union économique eurasiatique. Je vous rappelle que c'est le pendant de l'UE, mais enfin, personne s'en occupe. Mais bon, il avait désigné quand même l'UEA comme un socle, en fait, de l'intégration eurasiatique, affirmant d'ailleurs que le projet était ouvert à tous, y compris à l'UE. Donc c'est vraiment l'Eurasie dans son ensemble et dans sa définition géographique la plus large. En disant à l'époque, mais Moscou ne garde aucune rancune, mais ne va pas non plus jouer un jeu unilatéral. C'est un projet civilisationnel qui va transformer le paysage politique et économique de l'Eurasie, et nous devons montrer l'exemple, en fait, pour un avenir commun, constructif. Bon, alors évidemment, après 2022, il y a eu le début de l'intervention militaire spéciale, les sanctions occidentales redoublées, même si ça avait commencé en 2014, des gels d'avoirs, etc. Et à ce moment-là, Poutine a appelé à une stratégie économique globale
voilà, qui permettent à un maximum de pays de se réunir. Bien sûr, tout ça se fait pas en parallèle, d'ailleurs en alliance avec le projet des BRICS, bien sûr, mais qui va au-delà de l'Eurasie, bien sûr, le projet des BRICS. Donc, en 24, récemment, donc il y a bientôt un an, en juin dernier, Poutine a appelé à l'élargissement des règlements en monnaie nationale, à des systèmes de paiement indépendants, à des corridors de transport. Et il a dit que le fondement socio-économique d'un nouveau système de sécurité indivisible était le grand partenariat eurasiatique. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que pendant que nous sommes là à croire que la Russie va envahir l'Europe, la France, à se servir de cette espèce d'utopie et de fantasme pour, soi-disant, faire émerger une Europe souveraine militairement et stratégiquement. De l'autre côté, vous avez des Russes et des Chinois, hein, parce que c'est le bout de l'Eurasie, qui pensent, eux, à une intégration à très très grande échelle de l'ensemble du continent, mais dans un objectif de coopération, de paix et de sécurité commune. Je ne sais pas si on se rend compte du hiatus, du gouffre, des abysses qu'il y a entre nos visions complètement belliqueuses et obsolètes et la marche à l'intégration du continent eurasiatique. Bon, moi, c'est un de mes dadas, évidemment, parce que ça fait très longtemps que je le vois venir, mais je ne suis pas toute seule. Mais enfin, on n'est quand même pas très nombreux non plus. En tout cas, voilà, je vais terminer là-dessus pour vous dire que pendant que les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, tout simplement. Et si on continue, on sera même pas derrière, si vous voulez, la caravane. On sera ailleurs. Voilà. Parce qu'il peut aussi y avoir des scissions eurasiatiques. Si on continue dans notre volonté forcenée d'ériger des murs au lieu de faire des ponts, ça finira par se faire comme le reste, sans nous. Voilà. Est-ce bien là l'intérêt de nos pays, l'intérêt de la France, l'intérêt d'une politique étrangère digne de ce nom? Je ne pense pas. Je vous laisse sur ce constat. Je vous remercie, si cette émission vous a intéressé, de la liker, de la partager, de faire connaître la chaîne et de nous aider, voilà, comme vous le pouvez, quand vous le pouvez, de toutes les manières possibles et imaginables, et de me rejoindre aussi dans le cercle des amis de Paix et Guerre pour d'autres contenus. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir, chers amis.